Assurez-vous d'être abonné à la chaîne YouTube de Cinémaniacs afin de participer à nos concours, de cliquer j'aime ce contenu si vous appréciez nos épisodes et de nous suivre via nos différents réseaux sociaux. Sur ce, bienvenue à Cinémaniacs. Bonjour à tous, Lumière pour un autre épisode aujourd'hui. Dans la même journée, on fait deux épisodes puisque j'en ai fait Love, Death and Robots volume 1. Cette fois-ci, on fait Love, Death, Robots volume 2. Je vais dire saison encore, faut que j'arrête de dire saison, c'est des volumes. Pourquoi qu'on fait ça? Je sais pas. Peut-être c'est plus la mode de dire volume que saison. Anyway. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube de Cinémaniacs ainsi que de cliquer la petite cloche afin de recevoir les notifications de chacun de nos épisodes qui sont publiés habituellement le lundi, mercredi et vendredi sur la chaîne YouTube de Cinémaniacs. En plus, nous avons deux concours en ligne. Vous allez avoir toutes les informations dans la description ci-dessous pour le Blu-ray Steelbook de Iron Man et le Funko Pop Godzilla qui sont disponibles pour le mois de mai et il va y en avoir d'autres après ça dans chaque mois. Et nous, toutes les informations sont dans la description ci-dessous. Aujourd'hui, en gros, je vais vous parler un survol rapide de du deuxième volume de Love, Death and Robots qui est diffusé depuis vendredi passé. Là, on est lundi le 17 mai 2021. Donc, ça fait juste quelques jours. Moi, j'ai eu le temps de le regarder. C'est quand même assez vite. C'est des épisodes de 4 à 18 minutes à peu près. Volume 2 est sorti sur Netflix. On offre 8 épisodes. Et le premier épisode, juste pour vous dire, ça s'appelle Le robot et la vieille dame Automated Customer Service. En gros, si votre robot nettoyeur tente de vous assassiner, veuillez appuyer sur le numéro 3. C'est à peu près ça. Donc, c'est très caricaturé. C'est en animation numérique CGI qui a de l'air vrai, mais les bonhommes sont tellement caricaturés. Ils ont des petits bras, des petites jambes. C'est comme des bobbleheads à peu près, mais qui bougent très naturellement, comme vous et moi. En gros, c'est assez d'imaginer un peu une science, pas une technologie, mais des robots d'électroménager robotique à la Wall-E. Wall-E, Eva. Bon, c'est ces genres de petits robots-là cute qui, soudain, se retrouvent à vouloir prendre le contrôle de l'humanité. Donc, contre des octogénaires, des gens à la retraite, disons ça comme ça, soyons polis quand même. Ouais, la vieille dame, elle se retrouve à s'appeler au service à la clientèle. Et le service à la clientèle lui dit carrément, ben, vous pouvez sacrifier votre chien ou essayer de sauver votre peau. Là, tout ce qu'elle tout ce qui a fait empire la situation. Ils disent mettre une couverture sur le robot, comme ça il va arrêter de fonctionner, mais en faisant ça, ça fait que ça amène d'autres problèmes. Les autres problèmes, lorsqu'elle va les résoudre, ça amène encore d'autres problèmes. Et lorsqu'elle réussit à détruire le robot, tous les autres robots veulent défendre ce robot-là, ce qui amène une insurrection des robots contre la race humaine. Et c'est très très comique. T'as le voisin, le vieux voisin qui je pourrais dire, il nettoie son fusil, mais de façon qui donne une idée qu'il est en train de se branler la branlette devant sa voisine. Ça m'a fait rire cet épisode-là, puis le petit mot de chien fatigant qui jappe pour absolument rien qui est là-dedans. En même temps, tu fais comme laisse ton chien là, puis sauve ta peau à la place. Non, la petite madame, son chien, c'est tout ce qu'elle a dans sa vie, malgré qu'elle a une très belle maison. Et on peut se rendre compte que peut-être qu'un jour, à force d'acheter des robots qui font le ménage dans la maison, ils vont se réveiller et vouloir nous anéantir. Donc, c'était le robot et la vieille dame, Automated Customer Service. Qui fait rire en même temps par rapport au service à la clientèle au téléphone. Si vous avez eu avoir affaire avec des services à la clientèle, peu importe que ce soit pour votre ligne téléphonique, pour le câble, Internet, pour un appareil que vous avez acheté qui est défectueux, on passe tout par là. La ligne d'attente, la musique d'ascenseur et le service qui comprend absolument rien de ce qu'on veut comme service après-vente. Autre épisode, le deuxième qu'il y a eu aussi, qui s'appelle Ice. Ça dit, loin de chez eux, deux frères se joignent aux jeunes modulés du coin dans une course périlleuse. En gros, il y a deux frères avec papa et maman qui ont déménagé sur une autre planète. C'est très sci-fi. Une planète qui sont en train de développer, je pourrais dire. Et sur cette planète-là, la plupart des gens ont des améliorations biomécaniques afin de les aider à faire des prouesses, soutenir le froid intense, comme si
Planète-là serait un peu comme la planète de Hoth dans The Star Wars, dans Empire Strikes Back. Et il y a également sur cette planète-là des endroits où est-ce que la surface est glacée, mais en dessous, c'est l'océan, où est-ce qu'il y a des baleines de glace qui, la nuit, lorsque ils arrêtent de terraformer les terres, vu qu'il n'y a plus de bruit, les baleines sortent pour respirer, et les jeunes se font un kick d'essayer d'aller le plus loin possible sur la glace et de revenir en courant avant de se faire... avant de mourir par accident, lorsque les baleines sortent et défoncent la glace, la surface du sol. Visuellement, c'est en 2D, 3D un petit peu. C'est très stylisé. C'est comme... bon, comment je pourrais dire ça? Pas du airbrush, mais les personnages sont très, très stylisés pour donner un look genre totem animé. Je dirais que c'est peut-être un côté un peu nordique, côté visuel, si je peux dire ça ainsi. C'est cute, en même temps, ça a un petit côté fantasia avec les baleines qui sortent, qui sont très illuminées, fluo, avec la musique. Puis en même temps, c'est Calado n'a pas fait des conneries dans sa vie. Ouais, ça c'est assez spécial comme épisode. Le deuxième, à noter en passant que cet épisode-ci va être beaucoup plus court, puisqu'il y a seulement 8 épisodes dans le volume 2 de Love, Death and Robots. Troisième, c'est groupe d'intervention Pop Squad. Un policier chargé de lutter contre le fléau de la surpopulation est hanté par le coût humain de son travail. En gros, on est comme dans un visuel, un environnement qui ressemble étrangement à Blade Runner. C'est... OK. Fahrenheit 451. Si vous n'avez pas vu ça, je vous conseille de voir ça. Il y a un vieux film qui a même eu un remake avec Michael B. Jordan il n'y a pas longtemps, je pense, sur Netflix ou un autre streaming, où est-ce que dans un futur lointain quand même, les pompiers sont chargés de brûler les livres, en tout cas dans la version originale, qui sont pris à brûler les livres afin d'empêcher les gens un peu d'apprendre un peu ce qui se passe sur le passé, des choses comme ça pour pas refaire les mêmes erreurs, de quoi de même. Et le visuel est très très Blade Runner, où est-ce qu'on a comme le Blade Runner qui court après, non pas des androïdes ou des humanoïdes robotiques, mais des enfants, des jeunes enfants. Dû à la surpopulation, il y a des gens qui sont formés afin de traquer et de tuer des jeunes enfants. Quand je dis des jeunes enfants, là, c'est du 1 an, 2 ans, 3 ans. Là. Des bébés. Là. Ils commencent à marcher. Puis, donc, c'est pas pour tout le monde, cet épisode-là. C'est assez dur. Si vous avez des jeunes enfants, là, je ne vous conseille même pas de regarder ça. Ça va venir chercher directement au cœur. Puis, à la fin, il y a quand même un beau message par rapport à ça. En gros, c'est que les gens, dans un avenir lointain, se sont résiliés à ne plus avoir d'enfants, mais en échange, la science leur permet de pouvoir vivre éternellement. Ils ont comme de l'intraveineuse avec un liquide vert turquoise. C'est pas vraiment important, mais ça démontre qu'ils ont priorisé leur vie à eux au détriment d'avoir des enfants qui pourraient surpeupler. Puisque vu que tout le monde vit éternellement, ben on ne veut plus d'enfants parce que sans ça, il n'y aurait plus de place. Il y a comme une logique là-dedans, mais de voir un adulte traquer, chasser, tuer des enfants pour garder un équilibre par rapport à la surpopulation, c'est comme dégueulasse. Le visuel était écœurant là-dedans. De voir l'amour que les enfants, ou même, pas les enfants, mais que les mères ou les pères peuvent avoir pour leurs jeunes enfants. Il y a une femme qui est prête à donner sa vie, elle dit, ça fait au-dessus de 200 ans, je vis, je suis tanné, prends ma vie au lieu de prendre celle de mon enfant, ça va garder l'équilibre dans la société. Ça donne une idée, là. Et bien sûr, là-dedans, il y a le policier, le Blade Runner, je pourrais vous dire que c'est comme ça, sûrement en question. En même temps, là, il se passe d'autres affaires. C'est pas une longue histoire, mais ça vient vous chercher directement au cœur. L'épisode finit, puis tu fais comme aïe aïe. Ok, visuellement, c'est écœurant. Et la touche qu'ils ont mis par rapport à une chasse aux enfants, faut être un petit peu weird dans la tête là, par rapport à ça. En tout cas, c'est pas pour tout le monde cet épisode-là. Groupe d'intervention, le Pop Squad, là, assez touché comme épisode. Quatrième épisode, il y a Snow et le désert. Snow in the Desert. Tous les chasseurs de primes de la galaxie veulent mettre la main sur Snow. On est encore un peu sur la vie éternelle là-dedans, puisque Snow est un albinos qui vit sur une planète désertique où est-ce que ils peuvent juste vraiment vivre la nuit puisqu'il fait trop chaud le jour. Et lui, on apprend que ça fait des siècles qu'il vit sur cet endroit-là afin de se cacher des autres. Et les chasseurs de primes veulent lui couper les couilles afin de pouvoir reproduire son système de vie éternelle. Et lui est très expérimenté. Ça fait longtemps qu'il est là. Donc, il est un peu comme Wolverine. Il est comme le meilleur
à ce qu'il fait, à se battre et survivre. Et encore là, il rencontre une femme, il apprend des choses sur elle, elle apprend des choses sur lui. Le visuel est extraordinaire dans ça. Ça, c'est vraiment un de mes préférés dans les 8 épisodes qui ont été publiés pour le volume 2. Si vous aimez les combats à main nue, côté très très violent, quelques scènes de baise aussi là-dedans, et des créatures, le visuel, il y a je ne vais pas tout vous raconter cet épisode-là parce que c'est quand même pas trop long. Mais c'est surprenant. C'est vraiment cool de voir ça. Il aurait pas appelé ça un épisode, c'est comme ça aurait pu être un spin-off, une partie ailleurs là, de Star Wars. Ça aurait pu être un genre de Star Wars, ça, cet épisode-là. J'ai bien aimé ça. Et ça montre aussi que des gens qui travaillent chez Lucasfilm pourraient peut-être faire d'autres choses que juste des mots du film Star Wars qui travaillent juste sur la nostalgie des anciens films de Star Wars et amener du nouveau contenu. J'ose dire ça de même. Autre épisode aussi de Sea d'herbe de Tall Grass. Durant la traversée des prairies, un voyageur est fasciné par la distante lueur fantomatique. J'ai vu il n'y a pas longtemps, il me semble, avec ma conjointe, on a regardé un film, justement, ce qui se passait, où est-ce que les gens arrêtaient à une église, entendaient des voix de jeunes enfants qui criaient à l'aide dans le champ, et lorsqu'ils se retrouvaient à essayer d'aller chercher ces enfants-là, se retrouvaient pris là-dedans pour l'éternité. C'est un peu ça qu'on voit là-dedans. Le train tombe en panne, le gars sort dehors, le conducteur du train lui dit on part dans pas long, on va pas trop loin, puis il dit ben, je vais juste fumer une cigarette, me prendre vite, puis je rembarque après, puis il se retrouve pris là-dedans. Une petite passe épeurante, un petit peu de suspense. C'est comme fantôme extraterrestre un peu là-dedans. Là. C'est pas vraiment décrit. Puis c'est ça qui est le fun de ces courts-métrages-là. On n'a pas besoin de tout vous dire. Ça, c'est un extraterrestre. Ça, c'est un vampire. Ça, c'est un alien. Ça, c'est un démon. C'est des affaires weird qui se passent. Puis ça se passe rapidement. Donc, on n'a pas vraiment le temps de tout vous expliquer. C'est à vous de vous faire votre propre idée de ce que vous regardez. 6e épisode, c'est la surprise de Noël. All Through the House. La veille de Noël, 2 enfants descendent les escaliers sur la pointe des pieds pour apercevoir le Père Noël. Un conte tordu destiné aux adultes. Ma conjointe Isabelle a adoré cet épisode-là. Je peux pas vous dire comment. Puisqu'au début, on regardait ça et on se disait OK, ça s'en va où, là? Tu sais, le conte typique où est-ce que tu vois les enfants descendre l'escalier, regarder tranquille, tu vois juste la silhouette du Père Noël qui est en train de se promener, puis à un moment donné, il y a comme une tentacule qui sort, qui boit du lait, mais weird, puis tu vois des pattes de monstre. Je vous donne pas toute l'histoire, mais en gros, ça répète un conte de Noël raconté par Guillermo del Toro et interprété par Doc Jones. C'est à peu près ce genre. Puis c'est cute parce que ça dure, je pense que l'épisode dure 8 minutes. C'est vraiment pas long. Et à la fin, quand vous allez regarder cet épisode-là, la créature, c'est comme une version de... Pensez un peu à Krampus, OK? Et c'est comme si tu dis... Je vais pas vous dire, je vais pas vous spoiler parce que c'est peut-être, d'après moi, le meilleur des 8 épisodes. À la fin, les enfants disent à voix haute exactement ce que vous pensez. C'est exactement ça. Lorsque vous voyez les 2 enfants à la fin de l'épisode, ce qu'ils disent, tu fais « Je pense exactement ça. » La surprise de Noël, ça, c'est certainement le meilleur des 8 épisodes. En tout cas, c'est celle qu'on a le plus aimé chez nous. Le 7e, c'est Module de secours, Life Hutch. Après s'être écrasé sur une planète rocailleuse, un pilote se rend à un refuge où une menace l'attend. Ça, c'est avec Michael B. Jordan. J'ai l'impression qu'ils ont tourné toutes les scènes avec lui, mais il devait porter ce qu'ils appellent les costumes avec les sensors. Et on a tout retravaillé les effets visuels. Donc, on voit Michael B. Jordan. On voit bien que c'est lui. C'est même pas caché. C'est Michael B. Jordan qui se retrouve, après s'être écrasé, à rentrer dans un habitat où est-ce qu'il est pris à survivre contre un robot qui est défectueux. Pensez un peu le robot qu'il y avait. Là, j'ai un blanc, là, peut-être me dire dans les commentaires, là, où je ferai de la recherche tout après, mais Mission to Mars ou The Red Planet, où est-ce qu'il y avait un des survivants de l'exploration pour Mars qui était qui était chassé par un robot qui devait être là, arrêté pour les aider. Fait que j'ai pas vraiment trouvé ça original, mais visuellement, c'est incroyable. Et les coups que Michael B. Jordan, en tout cas son personnage, mange dans cet épisode-là, tu sais, aïe, aïe, ça doit faire mal, ça doit faire mal. Et donc, il mange une petite volée là-dedans, puis il réussit à sortir pareil parce que c'est Michael B. Jordan, c'est notre creed national. Dernier épisode, le géant noyé de Drowned Giant. Le corps d'un jeune homme gigantesque s'échoue sur la grève, sur la plage, disons ça de même, fascinant ainsi les habitants des lieux. Au début, on se demande si c'est pas un humain normal qui se retrouve échoué sur une île où est-ce que des gens de petite taille vivent, ou en même temps, tu te demandes si c'est pas un conte de gens de taille normale qui voient
un peu comme si vous verriez une épave d'une baleine qui s'est échouée sur la plage pour mourir, mais c'est un cadavre d'un humain de taille gigantesque. Et les humains doivent comme se débarrasser de ce corps-là en analysant son décès, en découpant les différentes parties de son corps. Il utilise ces parties de son corps pour décorer la ville après. C'est un petit peu morbide, mais en tout cas. Et c'est raconté avec un vocabulaire incroyable que je ne pourrais même pas vous sortir, moi, lors de mes épisodes. On a l'impression que c'est un- la narration, elle est faite à partir d'une personne qui a pris vraiment le temps de bien écrire, une personne cultivée. Donc, c'est beau, c'est apaisant, c'est relaxant de regarder cet épisode-là, puis en même temps, c'est mystérieux. Pourquoi qu'il y a un cadavre d'un géant sur l'île? Ou sur la plage, pas sur l'île, mais sur la plage. C'est bizarre. Puis le visuel est incroyable. Si vous voulez voir l'anatomie d'un être humain en 4K sur votre écran, ben, on voit pas mal tout. Je vous dirais, on voit pas mal tout. Quand je dis tout, on voit tout. Mais en tout cas, c'est pas vraiment important. Là. C'est plus le côté, l'achievement, la technologie, le visuel. Ils font un très bon travail dans cet épisode-là. Le géant noyé. En même temps, on se demande bien d'où c'est qu'ils viennent, où c'est qu'ils s'en vont, puis si on n'a pas peur qu'il y en ait d'autres qui débarquent un jour sur leur plage. Whatever. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous allez regarder. Si vous ne l'avez pas encore regardé, le volume 2 de Love, Death and Robots. Il y a la série, la saison. Le volume 3 qui est prévu et qui est confirmé dans l'annonce du 2, justement. Le volume 3 devrait sortir en mai 2022. Et il y a aussi le volume 1 qui est sorti en 2019, qui est déjà disponible sur Netflix, qui comporte 18 épisodes, donc beaucoup plus d'épisodes. D'après moi, ce qui a dû arriver, c'est qu'il va y avoir une entente pour en faire encore 14, 15, 16 épisodes. Puis, malheureusement, la pandémie a peut-être retardé la production de certains projets. Donc, Netflix a sûrement pris la décision de dire, ben, on va offrir 8 épisodes comme deuxième volume, et l'année prochaine, on fera ce qui n'a pas été terminé, on le sortira l'année prochaine. Puis je suis bien d'accord avec ça, je suis bien content avec ça. J'ai apprécié énormément le divertissement que Netflix m'a offert avec cette équipe de Tim Miller, David Fincher et les autres personnes qui travaillent à ce projet-là, qui, à la base, comme j'expliquais dans l'épisode du volume 1, c'est un projet qu'ils ont développé depuis 11, peut-être 12, 13 ans, pour supposément faire un reboot de Metal Hurlant, en anglais on appelle ça Heavy Metal. Et finalement, c'est Robert Rodriguez qui avait acquis les droits, donc il ne va plus utiliser le nom de Metal Hurlant. Donc ça a été modifié, ça a été transigé pour Love, Death and Robots. Tant mieux, ça fait de quoi différent. Puis on évite les comparaisons directes avec les projets précédents, les bandes dessinées ou les 2 films qui ont existé déjà. Même je pense qu'il y a eu en Europe. Vous qui nous regardez en Europe, peut-être me dire qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu une série, il me semble aussi, de Metal Hurlant sur des chaînes en Europe. J'ai même pas eu la chance de voir ces épisodes-là. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Je sais pas si c'est d'autres films ou d'autres courts-métrages. Mais je sais qu'il y a d'autres contenus de ça. Donc, puis en même temps, je sais pas, pour les fans de Heavy Metal, qu'est-ce que vous pensez de Love, Death and Robots? Ou si vous regardez ça vraiment séparément un de l'autre. Moi, ce que je vous conseille, fortement de regarder ça. J'ai très hâte déjà, même au volume 3 qui s'en vient l'année prochaine. Puis d'ici là, ben, je vous dirais, abonnez-vous à notre chaîne de Cinemaniacs. Cliquez la petite cloche pour les notifications. On a 2 concours les descriptions sont dans... description du concours sont dans la description de cette vidéo. Et ben là-dessus, je vous dis merci beaucoup. Passez une bonne semaine. À bientôt. Et n'oubliez pas qu'on a 3 épisodes par semaine, le lundi, mercredi et vendredi. Mais arrêtez, je devrais dire, on a 3 jours par semaine qu'on diffuse parce que juste aujourd'hui, on a 2 épisodes. Merci beaucoup. Mon nom est Denis Lemierre pour Cinemaniacs. À la prochaine. Au revoir.